Nicolas Sarkozy, bonsoir. Nous allons évidemment revenir sur ce coup de théâtre à l'Assemblée. J'imagine évidemment que l'opposition se félicite. Donc le PACS a été retiré. Il n'y aura pas de débat, en tout cas pour l'instant. Vous souhaitez qu'il y ait un débat dans l'avenir ou vous souhaitez carrément que le PACS passe aux oubliettes? Non, mais il faut d'abord dire que c'est très bien pour M. Jospin qui se rend compte que la démocratie, c'est une opposition et une majorité, qui ne peut pas faire toujours ce qu'il veut, surtout lorsque ça le va contre le bon sens. Deuxièmement, c'est une interrogation. Où étaient les députés socialistes? Soit ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas bien, soit ils n'étaient pas d'accord sur le texte qu'ils avaient eux-mêmes présenté. Dans ce cas-là, ils ont menti à ceux qu'ils prétendaient défendre et représenter. Mais ça, on les écoutera. On ne va pas préjuger de... S'agissant du PACS, maintenant, le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis. C'était un monstre juridique. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est l'idée que l'on se fait de la famille depuis des années et des années. Alors, nous ne voulons pas que nous le touche. Monsieur Sarkozy, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous donner tout de suite la parole, mais avant d'aller au fond, parce que c'est vrai que c'est un problème de fond, on ne pourra d'ailleurs pas faire le débat complètement ce soir. Vous avez gagné là sur une bataille de procédure. Vous imaginez bien que pour les citoyens, ça n'est pas satisfaisant. Madame, excusez-moi, de quels citoyens parlez-vous? Vous pensez que tous les citoyens étaient pour le PACS? Pas du tout, mais je pense que le débat méritait d'être là, ou peut-être faut-il qu'il y ait débat, c'est la question. Le débat, nous l'avons mené. La question préalable a été défendue d'excellente manière. Quel est le problème aujourd'hui? Et je veux notamment m'adresser, puisque j'ai vu dans les différents reportages un certain nombre de réactions de la communauté homosexuelle. Il y a des problèmes qui se posent aux homosexuels, personne ne le conteste. Personne, et surtout pas nous, ne voulons nous attaquer à leur liberté. Nous disons simplement une chose simple et j'espère compréhensible par tous ceux qui nous regardent. On peut résoudre les problèmes des homosexuels au regard de la donation, au regard des successions dans un couple homosexuel, en touchant aux mesures fiscales. Ce que nous ne voulons pas, c'est que l'on touche à la famille, à notre code de la famille, et que l'on crée un vrai faux sous-mariage. Si le gouvernement nous dit il s'agit de résoudre les problèmes des homosexuels par le biais de la fiscalité, nous discuterons bien volontiers. S'il veut porter atteinte à la famille, mais quelle sera votre position le 24 octobre prochain où il y aura débat à l'Assemblée? Madame, je suis désolé, je crains que M. Jospin ne connaisse pas la procédure parlementaire. Car le 24 octobre, ce n'est pas la date pour les socialistes. Car soit le texte est représenté sous forme de proposition de loi, et la prochaine niche parlementaire pour les socialistes, c'est en février, soit le texte est présenté sous forme de projet de loi à l'initiative du gouvernement, et dans ce cas-là, il doit passer devant le Conseil d'État. Il doit passer devant la CNIL parce que le gouvernement voulait ficher les homosexuels, il doit passer en commission et il doit revenir à l'Assemblée nationale. Il ne suffit pas que de Dunkerque, M. Jospin qui sait tout sur tout, dise ça sera dans 15 jours. Donc il ne suffit pas que Mme Guigou... Mais pas du tout, madame. Donc vous répondrez... Non, mais c'est ce que vous allez répondre. Les débats, nous sommes d'accord. Mais il y a une procédure parlementaire. Savez-vous que dans une démocratie, il y a des votes? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? Une majorité de la représentation nationale a dit non à ce texte. Donc on reviendra pour discuter de ce texte dans d'autres conditions qui respecteront les règles de la démocratie. Donc ces autres conditions, si je vous comprends bien, je vais essayer de vous résumer. Oui aux réformes fiscales, mais pas le 24 non octobre, au démantèlement de la famille. Donc il n'y aura pas de débat le 24 octobre. Pourquoi on voudrait nous faire dire qu'en 2 semaines, il faut tout changer, recommencer. Pourquoi? Parce que les socialistes ont été battus? C'est ça qui est gênant? Alors, une deuxième question tout aussi simple. Est-ce que vous pensez que ce projet devrait, cette proposition de loi devrait devenir un projet de loi et que le gouvernement prenne l'initiative de ce débat qui, au fond, est un vrai débat de société? Non, madame, c'est un faux débat de société. On veut faire croire à la communauté homosexuelle qu'on résoudra leurs problèmes en créant un faux mariage, un sous-mariage. Nous disons qu'il suffit, tiens, dans le cadre de la discussion budgétaire, que le gouvernement dépose des amendements fiscaux pour résoudre les problèmes de donation et de succession entre 2 personnes homosexuelles, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, madame. Si on ne veut pas toucher à la famille, alors on fait comme ça. Si on veut toucher à la famille, on trouvera l'opposition unie, déterminée et très combative. On l'a compris, le PACS ne concerne pas exclusivement les homosexuels. Moi, j'ai pris quelques chiffres. 2 millions de personnes qui vivent en concubinage, 1 million de couples non mariés avec enfants, 39% des naissances qui se font hors mariage aujourd'hui. C'est donc un débat qui concerne la société française. Mais pas du tout, pas du tout. Qui conteste qu'on a le droit de vivre en concubinage? Qui est contre? Savez-vous, madame, qu'un enfant qui va naître dans le cadre du PACS, est-ce que vous savez qu'il n'aura pas la présomption de paternité? Est-ce que vous savez qu'une femme unie dans le cadre du PACS n'aura le droit ni à prestations compensatoires, ni à pension alimentaire en cas de rupture de ce PACS? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça les grands débats de société? De fragiliser la femme et l'enfant? Non, vous savez, c'est un débat trop important
pour qu'on s'en tienne à quelques slogans. Alors, venons-en, parce qu'évidemment, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Le PAC, c'est un débat en lui-même. Venons-en maintenant aux mesures concernant l'insécurité dans les transports. L'opposition a immédiatement réagi. Elle a multiplié peut-être les réticences ou les critiques face à ce que pouvait annoncer M. Jospin hier. En tout cas, il y a au moins une chose sur laquelle vous pouvez être d'accord, c'est peut-être lorsque M. Jospin oppose l'ordre à l'insécurité. Oui, là, ça peut que vous satisfaire. Non, mais madame, je suis très satisfait que M. Jospin dise la même chose qu'il avait dit il y a un an à Villepinte. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les usagers des transports en commun peuvent se satisfaire de ces discours? Ouais, juste 2 ou 3 remarques. C'est un défaut bien socialiste que de croire qu'on résout les problèmes en modifiant la loi, en augmentant les règlements. Ce n'est pas en faisant de nouvelles lois et de nouvelles cathédrales juridiques qu'on va recréer les conditions de sécurité dans les transports en commun. La loi existe, elle doit être appliquée. La deuxième remarque, pourquoi il y a ces phénomènes de délinquance extrêmement préoccupants? Parce qu'il y a un sentiment d'impunité chez ceux qui commettent ces actes qui devient intolérable pour les usagers de ces transports en commun. Mais justement, l'impunité, M. Jospin en a parlé, l'impunité, il n'y en aura pas. Il l'a précisé, on ne va pas revenir en détail sur les mesures, on n'a pas le temps. Ce que on pourrait dire peut-être... Excusez-moi, M. Jospin est venu s'expliquer 50 minutes, c'est normal. Mais il est vous allez Premier avoir ministre, le temps. je ne le conteste pas. J'aurais juste terminé là-dessus. On a beaucoup parlé de la prévention ces dernières années. Je pense qu'on a oublié de dire que la sanction est le premier élément de la prévention. Et j'ajoute une grande absence dans le discours du Premier ministre. C'est l'affaire si préoccupante de la multiplication des délits commis par des mineurs. Il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, responsabiliser financièrement les parents de mineurs qui commettent des dégâts. Il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, se résoudre à poser le problème de l'éloignement de leur milieu et de leur quartier d'origine pour les mineurs multirécidivistes. Il va falloir poser la question des allocations familiales, qu'on en discute calmement, tranquillement. Il va falloir répondre à l'interrogation des usagers doublement victimes. Victimes parce qu'ils ont peur, et victimes parce qu'il n'y a pas un service minimum les jours de grève. Ce sont des sujets qui méritent mieux que des discours qui se suivent, qui se ressemblent et qui n'apportent pas de réponse. Je voyais qu'on demandait aux agents de la RATP maintenant de faire les contrôles d'identité. Alors vous voyez l'agent qui contrôle les billets, qui a déjà tant de mal à contrôler le billet, je pense à ce pauvre homme qui a un travail bien difficile. Les bus qui vont maintenant dans les quartiers où la police n'ose pas aller. Mais on est au-delà du problème politique. Vous savez bien que la délinquance touche à la fois les États-Unis, la Grande-Bretagne. Vous parlez de la délinquance des mineurs. Vous pensez que ce n'est pas un problème gauche-droite, c'est un problème de société. Et cette politique-là aussi, vous l'avez faite. Et vous en êtes responsable, vous comme d'autres. C'est l'échec d'une société. Madame, d'abord, quand on l'en dit, ce n'est pas un problème gauche-droite. C'est une formule. Dans une démocratie, il y a une opposition et une majorité. Ne me reprochez pas, ou qu'on ne me reproche pas, d'être de droite. Vous me dites d'autres pays le connaissent. Justement, les États-Unis ont résolu, notamment à New York, il y a eu des reportages, y compris dans votre journal. L'Angleterre est en train de s'attaquer à ce problème avec beaucoup de fermeté. La question, finalement, est assez simple. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur d'autobus. Et on ne peut pas demander à un conducteur d'autobus, dont le rôle c'est de conduire un bus, d'aller dans des zones de non-droit. Est-ce que, oui ou non, on est décidé à faire appliquer la loi avec sévérité, parce que ce sentiment d'impunité, aujourd'hui, n'est plus acceptable par la population. C'est de cela dont il s'agit. Merci, M. Sarkozy. Merci, madame. Venons-en maintenant à ce